Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à vous tous dans cette nouvelle édition de 22h de ce mercredi 13 janvier 2016 dont tels sont les principaux titres. Djibouti, énergie propre bientôt en centrale solaire au Grand Bara. Et toujours au sommaire de cette édition en Turquie, Ankara attribue l'attentat d'Istanbul à l'État islamique. C'était les titres, merci de nous rejoindre. Le président de la République, Ismail Omar Guelleh, a adressé aujourd'hui, mercredi, un message de condoléances à son homologue de Turquie, Recep Tayyip Erdogan, suite à l'attaque terroriste perpétrée hier mardi à Istanbul et ayant causé la mort d'une dizaine de personnes. Dans ce message, le chef de l'État a condamné un acte odieux et criminel et relayé la compassion et solidarité de la nation djiboutienne tout entière au peuple frère et ami de Turquie dans l'épreuve difficile de cette attaque terroriste. Si la Turquie paye depuis quelque temps un lourd tribut pour son engagement judicieux et légitime contre le terrorisme, je suis d'avis que ces attaques à répétition ne sauront dévier votre pays du précieux qu'il apporte au combat des plus grandes problématiques du monde contemporain, a écrit le président Guelleh, réitérant ses condoléances attristées à Tayyip Erdogan. C'était dans les titres. Djibouti va lancer demain les travaux de construction d'une centrale solaire au Grand Bara. Le ministère de l'Énergie va organiser jeudi 14 janvier la cérémonie de pose de pierre, de la première pierre, pour la construction de ce centrale solaire. Une cérémonie placée sous le haut patronage du président de la République, son excellence Ismail Omar Guelleh, à Doudou Balali, dans la région d'Ali-Sébié. Une société allemande, Green Aces, sera chargé de la construction de ce centrale solaire qui se fera en 6 phases de 50 MW sur une superficie de 600 hectares et soit une capacité totale de 300 MW. La fin de la première phase des travaux est prévue avant la fin de l'année 2016. Le chantier va générer plus de 150 à 200 emplois directs et indirects lors des travaux et après la construction de 60 emplois à plein temps sera disponible. Et la construction d'une centrale solaire de Grand Bara va renforcer la transition totale de Djibouti vers l'énergie propre avant 2021. Déjà, la République de Djibouti consomme à 65% l'énergie propre grâce à la connexion électrique avec l'Éthiopie. Avec cette centrale solaire, la République de Djibouti sera le premier pays africain à passer à l'énergie propre. L'investissement s'élève à quelques 306 millions d'euros. En nouvelle nationale toujours, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a reçu ce matin au Salon d'honneur de la primature le nouvel ambassadeur de France accrédité à Djibouti, Christophe Guilou. L'entretien s'est déroulé en présence du directeur du cabinet de la primature, Youssouf Aouled, et du conseiller du Premier ministre, Hassan Mohamed Kamil. Prenant la parole en premier lieu, l'ambassadeur Christophe Guilou a adressé ses vifs remerciements aux autorités djiboutiennes et a remercié le Premier ministre pour son accueil. Il a indiqué qu'il était heureux d'être à Djibouti, surtout en cette période de saison fraîche, avec un climat doux et agréable. Le diplomate français a fait un tour d'horizon avec le Premier ministre sur la coopération bilatérale et les relations d'amitié qu'entretiennent les deux pays depuis de longue date. Il a souligné également que la coopération militaire et sécuritaire au beau fixe entre les deux pays. Il a également émis le souhait de voir les relations bilatérales djibouto-françaises se consolider davantage dans tous les domaines, à savoir le développement économique, culturel et commercial. Et les deux hommes ont évoqué ensemble les questions géostratégiques et des situations de l'ensemble des pays de la région limitrophe, victimes d'un nouveau genre de conflit perpétré par les pseudo-djihadistes qui terrorise les pays. En prenant la parole, le Premier ministre a félicité le diplomate français pour sa nouvelle affectation à Djibouti et a évoqué la coopération multiforme existante entre les deux pays. Il a ensuite mis en exergue les liens historiques et culturels unissant Djibouti et la France. Il a souhaité le franchissement des paliers supplémentaires de cette coopération, notamment dans les domaines économiques. Le Premier ministre a enfin souhaité plein succès au nouveau diplomate dans sa nouvelle mission et l'a assuré du soutien du gouvernement djiboutien.
Toujours dans la même visite de cet nouveau ambassadeur, le président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Ali Ahmed, a reçu ce matin aussi la visite de courtoisie de l'ambassadeur de France, nouvellement accrédité à Djibouti, Christophe Guilou. Ont assisté à l'entretien le vice-président du Parlement, Mohamed Saïd Barkhat, le président du groupe d'amitié France-Djibouti, Dileita Mohamed Dileita, la première conseillère de l'ambassade de France, Anne Seward, le conseiller de coopération et d'action culturelle et du directeur de l'Institut français, M. Dominique Richard, et enfin le directeur du cabinet du président, Mahdi Wabri. Et la rencontre avec le diplomate français a permis de passer en revue l'état de relations bilatérales. Les deux responsables ont souligné la nécessité de promouvoir la coopération au niveau des deux parlements. Les échanges ont également porté sur les relations entre les deux pays dans les différents domaines. Lors d'une brève réaction, à l'issue de cette audience, l'ambassadeur Guilou a indiqué avoir eu une bonne et intéressante conversation, franche et cordiale avec le président du Parlement. Nous avons profité de son expérience. Il a pris le temps de nous décrire la situation dans le pays et la façon dont la France pourrait mieux appuyer la République de Djibouti. Toujours à l'Assemblée nationale, sous la présidence de Mohamed Ali Ahmed, la conférence des présidents s'est tenue ce lundi 13 janvier dans la salle des commissions de l'Assemblée nationale. Le gouvernement était représenté par le Premier ministre Abdelkader Kamel et par la ministre de la promotion de la femme et du planning familial chargée des relations avec le Parlement, Hasna Barkhat Daoud. Ont également pris part à cette réunion les deux vice-présidents, les présidents des commissions permanentes et le président des groupes parlementaires et le rapporteur général. L'ordre du jour de cette réunion portait sur la soumission des projets de loi à soumettre aux commissions concernées, à savoir projet de loi numéro 123 de l'année 2016 portant ratification de l'accord de prêt pour le programme de résilience à la sécheresse et de développement des moyens de subsistance durable dans les pays de la Corne de l'Afrique a été soumis à l'examen de la Commission des affaires étrangères. Le projet de loi numéro 126 portant ratification de l'accord de prêt pour le projet d'appui à la réalisation des infrastructures socio-économiques et à la promotion des activités économiques dans les régions a été soumis également à l'examen de la Commission des affaires étrangères. Projet de loi numéro 122 portant approbation des comptes financiers de la Caisse nationale de sécurité sociale pour l'exercice 2013 a été soumis à l'examen de la Commission des finances, de l'économie générale et du plan. Enfin, projet de loi numéro 124 portant approbation des comptes financiers de l'Office national de l'eau et de l'assainissement de Djibouti pour l'exercice 2013 a été soumis à l'examen de la Commission des finances, de l'économie générale et du plan, et projet de loi numéro 125 portant adoption des comptes financiers de l'imprimerie nationale de Djibouti pour l'exercice 2013 a été soumis à l'examen de la Commission des finances, de l'économie générale et du plan. Et enfin, sur proposition de loi de Safia Elmi Djibril, de Elmi Moussa Hassan, Mohamed Ali Foulier et d'Abdallah Barkhat Ibrahim, la Commission de la législation et de l'administration générale examinera la proposition de loi numéro 127 portant statut juridique de l'opposition politique. Parlons d'environnement à présent. Un atelier de vulgarisation et de concertation sur le réchauffement climatique et qui a cet effet et conséquences sur Djibouti s'est ouvert aujourd'hui. Cet atelier permettra de discuter du plan national d'adaptation au changement climatique. Le discours de la représentante du PNUD, Mme Valérie Cliff, et le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement et de l'Aménagement du territoire, Mohamed Moussa Ibrahim Balala, ont marqué l'ouverture de cet atelier. Ont été conviés à cet atelier les représentants des institutions publiques de l'Université de Djibouti, ceux des centres météorologiques et du CERD, le centre d'études et de recherche de Djibouti. Les participants ont suivi un film documentaire sur les bonnes pratiques et solutions à adopter. L'élaboration et l'adoption d'un plan national d'adaptation au changement climatique qui viserait à protéger les populations les plus vulnérables ainsi que les gains de développement contre les aléas climatiques est tout à fait nécessaire à Djibouti comme tous les pays du monde. Pour arriver à ce résultat,
Il est essentiel de renforcer les capacités techniques des cadres de l'administration ainsi que la société civile afin d'avoir une masse critique de personnes. C'est l'objectif de cet atelier qui visera à donner aux cadres ciblés les outils nécessaires pour pouvoir élaborer le PNA. Étant donné les résultats positifs de la COP 21 à Paris et l'avenir prometteur pour les questions de financement climatique, il est important de développer ce plan national d'adaptation vite. Ce plan sera partie intégrante de la stratégie nationale sur le changement climatique et en cohérence et synergie avec Djibouti Vision 2035 ainsi que le SCAP. Et le ministre de l'Environnement, Mohamed Moussa Ibrahim Belala, a souligné que cet atelier permettrait de se pencher sur le projet national d'adaptation et de changement climatique et ouvre le débat entre les participants sur les actions à entreprendre. Écoutez les propos du ministre. Permettez-moi de vous rappeler que le PNA que vous allez formuler consiste à la prise en compte d'une vision à long terme en matière d'adaptation au changement climatique dans les politiques du pays ainsi que dans les plans de développement du pays. J'ai fait allusion à la vision pour ce qui concerne la République du Djibouti. Il y a voilà 8 mois, mon département a tenu des activités de renforcement des capacités et de sensibilisation sur le processus PANA. Le présent atelier se propose être le prolongement de cette activité. C'est une occasion aussi de se concerter avec les participants des institutions ayant pris part aux sessions précédentes. C'est une forme de consultation sur une problématique réelle qui est l'adaptation au changement climatique. L'atelier permettra également aux participants de se remémorer des notions acquises lors des ateliers précédents et de jeter les jalons d'une réflexion sur les perspectives en matière d'adaptation dans leurs institutions respectives. C'est aussi une façon de rappeler aux différentes parties prenantes la place importante que doit occuper l'adaptation au changement climatique dans la formulation, préparation et élaboration de tout plan, programme de développement. Des rencontres régulières de ce type se tiendront telles que prévues dans les agendas de mon département, et ce en vue de garder le dynamisme et de suivre l'évolution des préparations de ces programmes dans les différents départements. Je vous remercie de votre Autre nouvelle du pays, 120 jeunes artilleurs formés. Le général de division, le général Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, a procédé ce matin à la remise de certificats de premier degré à quelques 120 stagiaires formés pour incorporer les unités de l'artillerie. Et cette formation qui a duré 3 mois et les 120 stagiaires ont acquis les techniques d'utilisation et du maniement des mortiers. Après la revue de troupes, le général de division Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, a salué les officiers supérieurs présents, dont le général Ousmane Nouro Soubaglé, chef d'état-major de la défense, le général Tahir Mohamed Ali, sous-chef d'état-major de défense, le général de division Hassan Ali Kamil. Et les stagiaires ont ensuite brièvement démontré leur savoir-faire acquis durant leur formation de 3 mois, à savoir la mise en batterie et le maniement de mortiers de 120 mm. Puis le général Zakaria Cheikh Ibrahim a procédé à la remise des récompenses au premier lauréat. Le chef du corps du régiment d'artillerie, le lieutenant-colonel Mohamed Hirsi, a, dans une allocution prononcée à cette occasion, remercié le général Zakaria Cheikh Ibrahim pour son soutien indéfectible. Et pour ce corps d'armée, il a en outre souligné que cet effort est allé au terme malgré les impératifs occasionnés par les relevés du bataillon Hill Beledweyne.
الرجيم. Et en marge de cette cérémonie, le général de division, Zakaria Cheikh Ibrahim, a procédé à l'inauguration d'un hangar prévu pour les véhicules destinés à tracter les engins lourds de l'armée. Il a félicité l'équipe du régiment artillerie qui a réalisé cet ouvrage fort utile en un mois seulement. Enfin, cette cérémonie haute en couleurs s'est clôturée par des chants et danses traditionnelles. baabuur walba kees sidaas baa la socda Trois officiers distingués, le colonel Waïs Omar Bororé, commandant des gardes-côtes, et le commissaire colonel Mohamed Elmi Moussa, chef d'état-major particulier de la présidence, se sont vus remettre hier la médaille du mérite de l'Union européenne pour services rendus dans les domaines de la sécurité et de la défense. Cette distinction leur a été remise par le commandant de Force Atalante, le vice-amiral Stéphane Berry. La cérémonie de remise des deux médailles s'est déroulée en présence de l'ambassadeur de l'Union européenne en République de Djibouti, Joseph Silva, le commandant de la force Atalante, le vice-amiral, et l'ambassadeur de l'Union européenne, M. Joseph Silva, ont tous deux tenu à rendre hommage aux deux hommes pour le travail exceptionnel et le soutien indéfectible que ces officiers ont témoigné à l'égard des forces européennes depuis les débuts des opérations. Cette troisième médaille a été remise au capitaine Ali Elmi Chabour, chef des opérations de la Marine nationale. Une importante atelier de concertation portant sur la mise en œuvre du baccalauréat professionnel s'est tenu ce matin au lycée industriel et commercial. Cet atelier qui a débuté cette semaine au LIC a regroupé l'ensemble des inspecteurs de l'enseignement général et technique et animé par un expert pédagogique de l'éducation nationale française, M. Croisière, porté sur la réglementation des procédures des examens des 4 baccalauréats professionnels, les voies et moyens de réaliser un document pour la formation des enseignants en milieu professionnel et l'accompagnement des inspecteurs djiboutiens et l'enseignement général en ce qui concerne l'écriture des programmes. D'autre part, elle s'inscrit dans le cadre de la réforme du secondaire professionnel et technique et constitue ainsi une étape importante de concertation et de dialogue sur la façon d'harmoniser la progression des différentes disciplines et en particulier afin d'établir les contenus adéquats des disciplines générales selon les compétences attendues et les profils de sortie des élèves dans l'enseignement professionnel. Rappelons toutefois qu'un travail important a été effectué en amont par les commissions de rédaction des curricula installées au CRIPEN depuis 2010. Les travaux ont débuté et la mission d'aujourd'hui de M. Croisière, qui a commencé cette semaine, c'est à partir de la réglementation des examens sur les 4 bacs pro. Deuxièmement, faire un document de formation des enseignants en milieu professionnel. C'est son objectif aussi. Et comme il travaille avec les inspecteurs djiboutiens, accompagner ces inspecteurs djiboutiens dans l'enseignement général sur l'écriture des programmes. Et en ce qui concerne le génie civil, cette partie-là a été faite. Donc tous les programmes ont été écrits, tout est fait, c'est parfait. Maintenant, on est en train de faire la finalisation des écritures du génie électromécanique. C'est la semaine de la finalisation des programmes de génie électromécanique. Cette semaine-là, essentiellement. Il y aura une autre mission qui se déroulera le 23 janvier de ce mois-ci, et qui concernera le tertiaire.
Et enfin, au mois de juin, la mise en œuvre du 13 baccalauréat. Social pour clore en nouvelle nationale, l'unité pilote de microfinance islamique de la DDS a organisé ce matin au complexe Al-Rahma une cérémonie de sensibilisation sur le microfinance islamique pour les habitants de Hayabli. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du président de la commune de Babala, Youssouf Hassan Nouhou, chef de service de microfinance islamique Mohamed Amin, chef de projet filets sociaux Abdallah Youssouf et de la coordinatrice du programme de filets sociaux Souleha Mohamed. L'action ainsi menée par la DDS s'inscrit dans le cadre de la pérennisation de l'unité pilote de la microfinance islamique. Celle-ci a pour objectif de soutenir les activités génératrices de revenus au profit des populations pauvres et de favoriser le développement des secteurs d'activité tels que la pêche, les mines, le commerce, l'artisanat et les services. Promu en 2008 par le président de la République Ismaël Omar Guelleh dans le cadre de l'INDS, l'initiative nationale pour le développement social, la microfinance constitue un outil efficace de réduction de la pauvreté. Elle est bénéfique notamment en termes de financement de populations généralement exclues du secteur bancaire classique pour leur permettre de développer des activités économiques contribuant à la création de richesses d'emplois et de croissance. Le président de la commune de Balbala, Youssouf Nouhou, a pris la parole et aussi le chef de service de microfinance islamique Mohamed Amin en langue somalienne. Nous les écoutons. dadkii ka faa'iideystaba sida ahayd kulli ballankuna maanta waxaan u joognaa xaflad anakoo baaq u jeedinay koominka iyo conseil de quartier-ga waraabelay ina haddana iyaka ay maanta duuradoodii ay tahay anakoo wacdigelin horta munaasabadan ay ballaaran tahay wacdigelintaasi hadhowna iman doonto inaan quartier iyo sector meesha waraabelay lala fadhiisto taasoo aad iyo aad hadhow dadka uga raaricinano maxay tahay amaahda islaamigii imisa ka faa'iideysanaya marka hawshaasi aan u micnayn doono. Passons à présent à ce qui fait l'actualité internationale en Turquie. Un attentat suicide perpétré près de la mosquée bleue a fait une dizaine de morts, dont 8 terroristes allemands et touristes allemands et une quinzaine de blessés. Écoutons les commentaires. L'attentat a frappé le cœur historique de la ville d'Istanbul. Il a causé la mort d'au moins 10 personnes et fait une quinzaine de blessés. Cet attentat a été perpétré par un kamikaze qui a traversé la frontière depuis la Syrie voisine. Sa nationalité n'a pas encore été précisée. De par sa puissance, l'explosion a fait trembler les sols. Elle a eu lieu au centre de la ville d'Istanbul. La plupart des victimes sont des étrangers venus voir la basilique Sainte-Sophie et la mosquée bleue, l'un des monuments les plus visités de la capitale culturelle turque. Cette fois, c'est le tourisme qui est ciblé. Mais il y a 3 mois, c'était une manifestation pro-kurde qui était visée à Ankara. J'en appelle à l'humanité, a lancé hier le chef du gouvernement turc, Ahmed Davutoglu. Nous devons rester solidaires, nous devons rester main dans la main après les attaques d'Istanbul et d'Ankara, comme nous l'avons fait après les attentats de Paris. Parmi les 10 personnes tuées dans l'attentat d'Istanbul, 8 étaient allemandes. La chancelière Angela Merkel n'a pas manqué de réagir. Les terroristes sont les ennemis de tous les peuples libres. Oui, ce sont nos ennemis. Oui, ce sont les ennemis de l'humanité tout entière, qu'ils soient en Syrie, en Turquie, en France ou en Allemagne. C'est cette liberté et notre détermination à combattre ces terroristes ensemble avec nos partenaires internationaux qui prévaudra, a-t-elle conclu. Au Nigeria, 41 morts dans une épidémie de fièvre de Lassa. Une épidémie de fièvre de Lassa au Nigeria a fait 41 morts sur 93 cas signalés, a annoncé hier mardi le ministre nigérian de la Santé, Isaac Adewale. Le point dans cette séquence. Toutefois, la maladie ne s'est pas propagée au-delà des 10 États du pays, contrairement à un reportage qui évoque une propagation dans 12 États, a souligné M. Adewale. Cette épidémie est considérée comme le plus grave foyer viral qu'ait connu le Nigeria au cours des 4 dernières années. Selon le ministre, le Nigeria a informé l'Organisation mondiale de la santé de ces développements et le gouvernement prend des mesures pour contenir la propagation de la maladie dans les régions rurales. Ajoutons qu'aucun nouveau cas n'avait été signalé au cours des 72 dernières heures. Cette épidémie a éclaté les mois derniers et les premiers cas signalés a été enregistré dans l'état de Bauchi, dans le nord-est du pays. Ce nouveau foyer est inhabituel, dans le sens où les autorités n'ont pas été informées rapidement, a indiqué M. Adewale.
La fièvre de Lassa est une maladie virale aiguë et souvent fatale qui apparaît principalement en Afrique de l'Ouest. Elle se transmet généralement par un contact avec la salive ou les excréments des rats qui s'infiltrent dans les maisons et les magasins d'alimentation. Elle a été identifiée pour la première fois en 1969 dans la ville de Lassa au Nigeria. Dans certains cas, la fièvre de Lassa présente des symptômes similaires à ceux du paludisme. En 2012, une épidémie de fièvre de Lassa a fait plus de 40 morts dans 12 États du Nigeria, après quoi le gouvernement a formé un comité de réaction rapide à la fièvre de Lassa pour assurer la prévention et le contrôle de cette maladie. Autre attentat au Pakistan, cette fois où un centre médical a été visé juste avant le début d'une campagne de vaccination contre le poliomyélite. Écoutez ce commentaire. Une explosion survenue hier à Quetta devant un centre de vaccination anti-polio a fait au moins 15 morts, principalement des policiers. Quetta est une grande ville située au sud-ouest du Pakistan. Les policiers étaient en train de se réunir devant les centres afin d'accompagner les vaccinateurs à l'occasion de la 3e journée d'une campagne de vaccination contre la polio quand est survenue l'explosion. Il y a 15 morts, dont 12 policiers, un membre des forces du ministère de l'Intérieur et 2 civils, a indiqué un officier de la police locale. On compte également 10 blessés, 9 policiers et un civil. Un médecin a confirmé les bilans. Le Pakistan et l'Afghanistan voisins sont les 2 derniers pays au monde où la polio est toujours endémique et des dizaines d'enfants touchés restent paralysés chaque année. Les campagnes de vaccination sont régulièrement prises pour cible par des groupes extrémistes qui rejettent les vaccins en les présentant comme anti-islamiques et visent les forces de sécurité déployées dans le cadre de ces campagnes. Ce type d'attaque a coûté la vie à près de 80 personnes depuis 2012. Voilà, c'est sur ces images que nous refermons cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour le reste du programme.